En attendant, bonjour à tous et merci Laurent pour cette transition. Je tiens à remercier Impulse Partner de m'avoir invité pour présenter devant vous aujourd'hui. Euh, Personnellement, je trouve que le Synoplab est une très bonne initiative euh, et voilà, que je suis content de soutenir avec cette présentation et ce partage de connaissances sur ce qu'on fait chez Saint-Gobain. Donc, je crois que j'ai besoin de vraiment trop présenter le groupe, même si la diversité du groupe fait que tous les métiers sont peu connus en fait. L'étendue des métiers du groupe est assez peu connue, mais c'est juste pour un petit rappel, c'est 166 000 collaborateurs, un groupe global qui est présent dans 76 pays avec une longue histoire, 350 ans, premier chantier de Versailles, avec un matériau innovant à l'époque qui était les miroirs. Aujourd'hui, c'est 800 sites de production dans le monde et 3500 points de vente de distribution. On est organisé à la fois par région et donc par entité globale. On a dans les régions, dans les métiers des régions, ce sont typiquement c'est toute la partie industrie et distribution, donc des choses qui voyagent pas très bien. On a là-dedans donc le verre, le plâtre, les matériaux d'isolation, Weber, donc tout ce qui est des matériaux de façade. Et du côté entité globale, on a récemment ajouté, donc on a beaucoup de matériaux avancés, et on a récemment ajouté, au travers de 2 grandes acquisitions de Chryso et GCP, la partie Construction Chemicals, donc avec les adjuvants et d'autres produits chimiques de la construction, donc qui nous permettent maintenant d'être un acteur, je pense, assez important aussi de l'industrie du ciment. En termes d'innovation, parce que donc Nova, c'est un peu un outil de l'open innovation du groupe. Donc le groupe a 8 centres de recherche transverses dans le monde, avec aussi des centres de développement plus spécialisés par métier, donc une centaine de centres au travers le monde. Les centres transversaux font des recherches fondamentales ou des recherches transverses beaucoup, et les centres de développement se focalisent donc, comme je viens de dire, sur les métiers. Il y a à peu près 3600 chercheurs dans le groupe, et aussi on considère maintenant le marketing comme une partie importante de l'innovation, donc 3400 personnes qui sont au travail du marketing et dans le contact des clients. Il y a à peu près 400 brevets qui sont déposés. Et depuis plus d'une dizaine, quinzaine d'années, on travaille beaucoup à étendre ce qu'on appelle l'open innovation, donc le partenariat avec clients, fournisseurs, les universités académiques, et aussi donc la partie Nova qui se focalise sur générer plus de partenariats avec des startups. Voilà, donc juste pour en dire un petit peu plus sur Nova et la mission de Nova, donc j'ai pas traduit les slides, mais je pense que tout le monde peut peut-être, enfin je vais expliquer ça en français, mais on est donc la partie Corporate Ventures du groupe Saint-Gobain, donc on est le département au sein du groupe qui permet de faire de l'investissement minoritaire dans des startups. On se connecte avec l'écosystème des startups de façon proactive et aussi avec les différents business du groupe afin de structurer des partenariats et des investissements qui ont vocation à générer une croissance de transformation pour le groupe. Voilà, donc ça c'est la mission. La théorie derrière, c'est que les compétences du groupe et les compétences des startups sont souvent complémentaires. Et le fait de pouvoir faire de l'investissement dans les startups, ça nous donne un meilleur deal flow, une meilleure présence en tout cas sur l'écosystème de startups et une plus grande crédibilité auprès des business. Ce qu'on observe, c'est que depuis qu'on fait plus activement de l'investissement direct dans les startups, on a en effet aussi généré plus de partenariats avec ou sans investissement. Donc on essaie de monitorer aussi le nombre de partenariats qui
qui se passe entre le groupe et les startups. Pour donner une idée, en fait, au travers de notre base de données, on repère environ 1000 startups par an dans le monde. Donc on n'est pas basé qu'en France, hein, j'expliquerai plus tard, mais on est un petit peu partout. Et et à tout moment, il y a à peu près 500 startups qui sont en contact en fait avec un métier, un business du groupe ou quelqu'un dans la R&D sur lesquels ils travaillent sur potentiellement un projet. Et nous, après, on structure des partenariats plus formels, donc des joint development agreements, donc des co-développements, pardon, ou des accords commerciaux qu'on suit, environ une cinquantaine, un peu plus dernièrement, mais c'est en moyenne plutôt, dernièrement, les 2 dernières années, à peu près 50 partenariats formalisés avec des startups et une dizaine d'investissements. La façon dont l'équipe est structurée, mon patron s'appelle Minas Sapelian, il est vice-président de ce qu'on appelle Internal et External Venturing. Donc ce que je vous ai un petit peu présenté, Nova, c'est plutôt la partie qui a vocation à investir dans des startups externes, mais en fait on a centralisé ça en même temps. On veut aussi dynamiser les initiatives qui peuvent venir de l'interne. Donc c'est de l'intrapreneuriat, si on veut. Donc tout ça, c'est sous Minas Sapelian. Notre équipe est organisée de façon différente. En fait, on a d'abord une empreinte régionale. Donc je suis moi en charge de Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et mon homologue aux États-Unis, Sven, est en charge de la partie Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et on a une équipe aussi de 2 personnes qui couvrent l'Asie, qui est un marché très dynamique en termes de création de start-up. Après, au sein des équipes, chaque personne se spécialise après par compétence, enfin par axe technologique plutôt, ou axe de marché, dans lequel il va y avoir une recherche proactive de start-up dans un certain domaine. Nova existe depuis 2006, donc on a cette capacité de faire du scouting de start-up et de mise en relation avec le groupe pour des partenariats depuis 2006. On fait réellement de l'investissement de façon... donc on avait investi dans des fonds d'investissement pour nous permettre de générer un deal flow à l'époque, et on a une procédure maintenant facilitée pour faire de l'investissement dans les startups réellement depuis 2019, donc depuis janvier 2019. On a une procédure qui nous facilite en fait l'autorisation de faire un investissement dans une startup. Et c'est vraiment depuis 2019 qu'on a créé maintenant, qu'on a généré un portfolio d'un peu plus de 40 investissements directs dans des startups. Voilà, et puis au travers des années, maintenant, on est à plus de 600 collaborations, partenariats en fait formalisés avec des startups qu'on a dans notre base de données. Les axes qu'on recherche, donc tout ce qu'on recherche a une composante sur l'environnement, donc sustainability et aussi de transformation digitale. Et après, on les segmente et comme je l'expliquais, chaque personne de l'équipe a un peu un domaine dans lequel il se spécialise et il va faire une recherche de start-up proactive, qu'on ait ou pas une réelle demande du business dans le domaine. Donc on s'organise par ce qu'on appelle des target areas. Il y a des target areas qui sont plus directement focalisés sur la construction et d'autres qui sont réellement transverses à tous les métiers du groupe. J'expliquais un petit peu plus tôt l'organisation de Saint-Gobain est assez vaste en termes de marché et de produits qu'on fabrique. Du coup, on n'adresse pas seulement la construction, même si ça représente 80% du chiffre d'affaires. Les domaines qu'on regarde et donc qui sont en lien avec le sujet d'aujourd'hui, celui en tout cas qui est le plus en lien avec le sujet de l'industrialisation du chantier, c'est nous ce qu'on appelle la productivité de la construction, donc construction productivity. On regarde aussi comment faire des bâtiments bas carbone. On s'est engagé, comme beaucoup des autres cimentiers et fabricants de matériaux, à être net zéro en 2050.
L'économie circulaire est un axe important dans lequel on a 2 investissements en France. Digital Customer Experience, c'est comment la digitalisation impacte l'expérience client, donc sur l'achat des matériaux pour nous, mais aussi sur l'utilisation de ces matériaux dans les chantiers. Voilà, après, comme j'expliquais, il y a des axes un petit peu plus transverses comme la transition énergétique industrielle, la connectivité digitale, donc les sensors, et l'électrification des transports, parce qu'on a pas mal de business qui touchent au transport, et, en particulier Securit, donc qui sont les pare-brises et le verre automobile. Où est-ce qu'on se positionne donc sur la chaîne de valeur? On a au sein du groupe ce qu'on appelle Saint-Gobain University Network, qui adresse plutôt la partie université et tech transfert. Nous, Nova, en fait, on rentre réellement en jeu quand une startup a déjà un peu un produit et se positionne en fait typiquement en seed, donc première levée de fonds par des investisseurs externes, donc pas des amis ou de la famille, et jusqu'à série A, série B, dépendant des cas. Notre zone d'investissement dans laquelle on a un process facilité peut aller jusqu'à 3 millions d'euros. Donc il n'y a pas vraiment de limite, ça peut être un tout petit investissement, mais on a ce process facilité jusqu'à 3 millions d'euros. Voilà, et puis après, par la suite, si ça dépasse 3 millions d'euros, on peut faire des investissements minoritaires ou des acquisitions aussi, mais ce ne sera pas géré par l'équipe Nova, ou alors ce sera géré en partenariat avec nos équipes M&A du groupe. Voilà, et au travers de toutes ces étapes, on a aussi donc des homologues ou des collègues qui sont dans la partie R&D transverse et qui suivent pas mal les thématiques qui sont intéressantes plutôt pour le scope 3, enfin les horizons plus lointains du groupe. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai mis ce mapping. Quand on travaille dans les startups, on aime bien les mappings parce qu'il y a beaucoup de startups et c'est toujours bien de les catégoriser. Je pense que Impulse fait un bon travail sur le sujet, surtout sur les startups en France. Ça, c'est un rapport qui est sorti récemment de CB Insights et qui touchait justement de façon assez proche au sujet qui va être discuté aujourd'hui. Ils appellent ça le futur du job site. Donc ici, on appelle ça l'industrialisation du chantier. Il y a des problématiques qui reviennent et qu'on va voir, je crois, plus tard avec les 3 startups qui vont pitcher. Donc les softwares de gestion de la construction, les digital twins, la réalité augmentée ou virtuelle sur le job site, et en particulier les robots sur le job site. J'ai choisi deux startups dans lesquelles on a fait un investissement pour illustrer un petit peu le point. Je sais pas, on a combien de temps encore? 5 minutes. Encore 3-4 minutes. Donc voilà, j'ai pris deux startups dans lesquelles on a fait un investissement, une qui est aux États-Unis et une qui est en Israël. Donc Hyperframe, c'est une startup encore en plutôt early stage, qui fait en fait les cadres pour mettre les plaques de plâtre. Donc la plaque de plâtre, c'est un des gros métiers du groupe, et la façon dont ils adressent le sujet est assez intéressante, parce que je trouvais que ça illustrait assez bien. Ils essaient d'industrialiser la façon dont c'est fait, avec une composante réalité augmentée sur le chantier, où on est capable de prendre des mesures avant et au moment de l'installation, à l'aide d'un casque de réalité augmentée, de savoir exactement où placer les steel studs, voilà, le cadre. Ils sont coupés sur mesure en avance pour le chantier en l'occurrence. Et voilà, et donc on a une relation avec eux qui se développe pas mal aux États-Unis surtout pour l'instant, et au Canada.
Donc leur proposition de valeur veut qu'ils soient capables que l'installateur en fait gagne beaucoup de temps. Ils disent que c'est 15 fois plus rapide qu'une installation d'un système classique. Voilà, pour ça, encore une fois, hein, la part de marché qu'ils ont est très limitée, mais on trouve que c'est très prometteur. Ça apporte de la valeur à nos clients et ça nous permet aussi de vendre des plaques de plâtre qui sont de meilleure qualité ou plus adaptées voilà, aux besoins du client. Donc, on doit sortir un petit peu des zones de concurrence voilà, où les prix sont plus tendus. Le deuxième, donc étonnamment, j'ai pris deux exemples qui sont sur le plâtre. Le deuxième, c'est une start-up israélienne que j'ai visitée d'ailleurs il y a 2 semaines, 2-3 semaines à Tel Aviv. C'est assez intéressant, ça fait plusieurs années, donc depuis 2018, qu'ils travaillent sur ce robot autonome qui pulvérise le plâtre en fait pour faire la finition des murs avant de les peindre. Alors le robot est capable aussi de faire la peinture, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la pulvérisation du plâtre en format liquide. On a cette technologie en interne d'avoir le bon plâtre qui se pulvérise bien. Et en fait, le stade de développement de ce robot, il commence là à avoir le certificat européen pour pouvoir justement s'implanter en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est donc dans cette industrialisation, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore plutôt dans un mode robot collaboratif où le robot travaille, enfin, est un peu guidé par l'opérateur, mais une fois qu'il a donné une tâche, le robot travaille indépendamment et l'opérateur, lui, peut à côté faire d'autres tâches de finition, voilà, des tâches complémentaires. Donc il y a vraiment une augmentation de la productivité. Il y a aussi le fait que l'opérateur peut se reposer pendant que le robot continue à travailler. Voilà, donc on trouve que c'est prometteur et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir dans cette initiative. Je pense que le temps est arrivé. Je serais ravi de continuer la discussion avec ceux que ça intéresse et donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible par email ou sur LinkedIn. Très bien, merci beaucoup Claude-Sébastien. Présentation très claire, je pense qu'on voit bien la structuration de votre activité et l'aspect, je dirais, intégration et transformation du futur dans les activités plus classiques de Saint-Gobain. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir probablement pendant le temps d'échange. En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle intervention.